le quorum, donc je déclare ouverte la séance de ce jeudi 5 février 2015. Je vais appeler donc maintenant le collègue Raphaël Séminot donc pour la présentation des demandes de garantie d'emprunt. Comme d'habitude, nous réunissons les deux points, les deux demandes de garantie d'emprunt, l'une présentée par la SMHLM, enfin les deux présentées par la SMHLM, pardon. Alors, chers collègues, la collectivité départementale est sollicitée pour la garantie de 3 emprunts que la société martiniquaise HLM souhaite contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer des opérations de construction de 80 logements sociaux sur le territoire des communes du Lamentin et François. La CDC a déjà donné son accord pour le financement de ces projets et les communes ont toutes accordé leur garantie partielle pour financement de ces opérations en complément de celle du département. Le département est sollicité à hauteur de 40% pour la garantie de deux prêts de montant total de 4 895 722 € pour la construction de 68 logements sociaux PLS au quartier Bois-Jolimont 1 dans la commune du Lamentin, soit une garantie de montant de 1 958 288,80 €. 50% pour la garantie d'un prêt de montant de 568 012 € pour la construction de 12 logements, ce sont des LLS, rue Florent Holo au François, soit une garantie de montant de 284 006 €. Ainsi, la garantie de la collectivité départementale est sollicitée par cette société à hauteur de 2 242 294,80 €. Comme d'habitude, nous vous donnons des informations sur l'impact que ces demandes de garantie d'emprunt ont sur la situation financière de la collectivité et sur son budget. L'encours de la dette garantie par le département s'établit à ce jour à 488,10 millions d'euros. Et le montant des annuités garanties représente 30,98 millions d'euros. Plus de 97% de cet encours correspond à des garanties d'emprunt accordées aux sociétés HLM pour le financement de la construction de logements sociaux. Les garanties d'emprunt sollicitées par la société SMHLM porteront l'encours global de la dette garantie du département à 490,35 millions d'euros et le nombre total des logements sociaux financés au titre de l'exercice 2015 à 80. Le département mobilise actuellement 35,12% de sa capacité à garantir. Toujours, nous donnons cette précision, hors recettes affectées au financement des transferts de compétences opérés par l'État, soit 17,56% de ses recettes réelles de fonctionnement. La commission des finances est naturellement prononcée et a donné un avis favorable, ainsi que la commission permanente sur ces demandes de garantie. Voilà, Présidente, ce qu'on pouvait dire au titre de la présentation de ces demandes de garantie par la SMHLM. Sur ces deux points présentés, des demandes de garantie d'emprunt, donc je mets aux voix, comme d'habitude, donc la demande concernant donc le François, la rue Florent Holo et le Lamentin, donc concernant le Bois-Jolimont. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. Nous allons inverser les points 3 et 4 et je vais appeler donc le collègue Zobda pour la présentation donc, du point 4 qui est l'exploitation du réseau de transport maritime Trois-Îlets-Fort-de-France. Dans le rappel du contexte et du mode d'organisation actuel de la desserte, le département de la Martinique a fixé avec la société SATGEM les obligations de service public pour l'exécution de services de transport maritime réguliers entre les ports et les appontements de Fort-de-France, Pointe-du-Bourg, Fort-de-France, Bourg des Trois-Îlets et Fort-de-France en Smitin et en Salane. Ces obligations de service public sont listées dans le cadre d'une convention d'obligation et de compensation de services publics. Cette convention arrive à expiration en novembre 2015. Face à cette échéance, le département de la Martinique a décidé d'engager une réflexion qui porte sur le mode de gestion le plus approprié pour poursuivre cette liaison. Nous avons la création de services publics
nous proposons la création d'un service public avec de nouveaux objectifs. Il ne s'agirait donc plus désormais seulement d'encadrer une initiative privée en imposant des obligations de service public, mais bien d'organiser et de maîtriser un véritable service public à part entière. En effet, au regard des problématiques croissantes de déplacement au sein de la Martinique et plus particulièrement pour l'accès à l'agglomération foyalaise, qui concerne près des 3/4 des emplois de l'île ainsi que d'importants générateurs de trafic tels que les universités, les liaisons maritimes Transrad permettent d'offrir des temps de parcours attractifs entre les communes de l'espace sud et Fort-de-France. La pérennisation de ces services de transport interurbain constitue donc un enjeu majeur pour le territoire afin de proposer une solution alternative à la voiture particulière pour l'accès à Fort-de-France depuis les communes de l'espace sud ainsi que les communes du Cap-Nord. Concernant le choix du mode de gestion, nous avons retenu la délégation de services publics. Il consiste non pas à intervenir dans la gestion du service, comme cela peut être le cas d'une gestion en régie, mais de l'organiser et de le contrôler. Il s'agit du mode de gestion dans lequel la collectivité supporte le moins de risques, responsabilité et risques financiers d'exploitation transférés au délégataire. La procédure de passation d'une délégation de service public offre une plus grande souplesse qu'en matière de marché public dans la mesure où elle permet de librement recourir à une phase de négociation. Troisièmement, même si elles sont encadrées par la jurisprudence administrative, les modalités d'évolution d'une délégation de service public sont relativement plus souples qu'en matière de marché public. Enfin, le recours à une délégation de service public constitue une solution classique sur laquelle il y a un fort retour d'expérience, contrairement à des dispositifs contractuels nouveaux, encore incertains, par exemple la constitution d'une société d'économie mixte à opération unique. Quelles sont les caractéristiques de cette délégation de service public que nous envisageons? D'abord, l'objet du contrat. Le délégataire sera chargé d'exploiter les lignes préexistantes organisées en 3 itinéraires. Pointe-Simon, Anse-Mitan, Anse-Alane, avec un cadencement à la demi-journée en heure de pointe, de 6h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h. Pointe-Simon, Pointe-du-Bout, avec un cadencement à la demi-heure de pointe et 3 allers-retours le soir en saison, et Pointe-Simon, Bourg des Trois-Îlets à l'heure, ou plus en heure creuse, le nombre de rotations annuelles sera de l'ordre de 20 000 rotations. Le délégataire devra mettre en place et exploiter d'abord à titre expérimental pendant une durée de 2 ans les 2 nouvelles lignes suivantes, case pilote Pointe-Simon, 4 rotations le matin, cadencement à l'heure, et 3 rotations le soir dans le courant de 2016 donc. La Pointe-Simon étant abricot, 4 rotations quotidiennes en heure creuse dès 2015. À l'issue de cette expérimentation, la collectivité délégante décidera de maintenir ou non l'une ou l'autre de ces lignes et, le cas échéant, d'en modifier les conditions d'exploitation selon les modalités prévues contractuellement. À l'issue de cette le périmètre géographique de la délégation de service public, périmètre de la DSP, correspond évidemment à la baie de Fort-de-France, étendue à Casse-Pilote pour drainer la clientèle du Nord dans la perspective de cette extension vers le Nord. La durée du futur contrat, la durée de délégation est fixée à 8 ans et 56 jours, échéance au 31 décembre 2023, y ajoutant une période dite de tuilage destinée au plus à 1 mois, estimée au plus à 1 mois à compter de la notification du contrat. Cette période de tuilage précédera la période d'exploitation effective du service et permettra sa préparation en vue d'en garantir la parfaite continuité. Le service sera exploité par une société ad hoc exclusivement dédiée à la délégation. Concernant la rémunération du délégataire, le délégataire aura la charge de la perception et du recouvrement des recettes tirées de l'exploitation des dessertes, puisque nous sommes dans un cadre de délégation de service public. Le délégataire percevra en outre une contribution forfaitaire du département, dont l'objet est précisément d'équilibrer l'exploitation de ce service public. Principale condition d'exécution du service, dès la prise en charge du service et pendant toute la durée de la délégation, le délégataire sera seul responsable du bon fonctionnement du service. Le délégataire devra se conformer à un ensemble d'exigences de qualité et de performance, lesquelles feront l'objet d'un suivi sur la base d'indicateurs définis contractuellement. Le délégataire devra affecter à chaque navire un équipage en nombre et en qualification conforme à la réglementation en vigueur, sans préjudice
des dérogations qu'il pourrait obtenir auprès des autorités administratives compétentes. Le délégataire devra par ailleurs affecter à l'exécution du service public délégué les moyens matériels d'exploitation nécessaires et notamment des navires qu'il pourra posséder en propre ou louer auprès de tiers. La collectivité délégante mettra à disposition des appontements et des installations lui appartenant, les conditions techniques et financières d'utilisation des appontements et installations appartenant à d'autres personnes publiques devront quant à elles donner lieu à un accord spécifique avec des personnes publiques concernées. Le délégataire sera chargé d'acquérir et mettre en service un système billettique interopérable, lequel devra être remis gratuitement à la collectivité délégante en fin de contrat. Ce système billettique sera de type sans contact et devra être compatible avec celui déployé sur le réseau Mosaïque de la CACEM, les autres réseaux de transport collectif du territoire ne possédant pas à ce jour de système billettique. Que ce soit pour une fin anticipée ou une fin normale, le contrat prévoira de manière détaillée le sort des différentes catégories de biens affectés à l'exécution du service public, biens de retour, biens de reprise, biens propres, en fin de contrat, ainsi que les stocks. Le contrat intégrera en outre des obligations de fin de contrat formalisant l'ensemble des informations à transmettre à l'ensemble des opérations relatives à la fin du contrat. Concernant la reprise du personnel, dans le cadre de la reprise de l'exploitation du service, objet de la délégation de service public, le délégataire sera tenu de se conformer à ses obligations en matière de transfert de contrat de travail, telles que les obligations ressortent des lois et règlements en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective qui lui serait opposable. Le montant estimatif de la délégation de service public. Pour l'ensemble du service, le montant, donc toutes les lignes que j'ai précédemment évoquées, le montant forfaitaire du département est estimé à 1,142 millions d'euros, dont l'estimation détaillée de l'extension à l'étang abricot est évaluée à 89 000 euros, l'estimation détaillée de l'extension à Casse-Pilote est évaluée à 111 000 euros et l'estimation des dessertes uniquement des trois îlets est évaluée à 942 000 euros. Pour mémoire, le montant de la contribution annuelle du Conseil général dans l'actuelle convention d'obligation de service public est fixé à 786 000 euros. Concernant le processus de décision, cette procédure de délégation de service public a fait l'objet de présentation devant les instances suivantes. D'abord, la commission transport le 16 et 28 janvier 2015, la commission consultative des services publics locaux, ce qu'on appelle la CCSPL, du 27 janvier 2015, la commission technique, le CTP, du Conseil général, le 27 janvier 2015. L'ensemble de ces commissions ont approuvé le principe de la délégation de services publics de transport maritime de la baie de Fort-de-France. La commission permanente en date du 29 janvier 2015, conformément à la délibération du Conseil général, donnant délégation de compétences à la commission permanente, a approuvé à l'unanimité, premièrement, la création d'un service public pour la desserte maritime de la baie de Fort-de-France. Deuxièmement, le principe du recours à une délégation de service public avec contribution forfaitaire de la collectivité délégante pour l'exploitation de la desserte maritime de la baie de Fort-de-France. Troisièmement, le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, avec notamment la mise en œuvre immédiate de la délégation de service public Transrad et étangs abricots, et l'extension vers la tranche Casse-Pilote qui sera mise en œuvre dans le courant de l'année 2016 dans le cadre de la réorganisation globale du transport et à autoriser le lancement de la procédure de délégation de service public. Il est donc demandé aux collègues de la plénière de ce jour de bien vouloir se prononcer ou d'approuver la création d'un service public pour la desserte maritime Transbaie, le principe du recours à une délégation de service public avec contribution forfaitaire de la collectivité délégante pour l'exploitation de la desserte maritime de la baie de Fort-de-France, le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire telles qu'elles sont définies dans les rapports prévus à l'article L 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, la mise en œuvre immédiate de la délégation de service public Transrad et étangs abricots, l'extension vers la tranche Casse-Pilote dans le courant de l'année 2016 et dans le cadre de la réorganisation globale du transport, et bien sûr autoriser le lancement de la procédure de délégation de service public, et enfin autoriser la présidente du Conseil général ou son représentant à signer l'ensemble des actes afférents à cette procédure. Voilà, Présidente. Donc, suite à la convention d'obligation que nous avions passée l'an dernier, nous revenons devant la plénière pour lancer une véritable délégation de service public ouverte à tous ceux qui voudraient candidater et prendre en charge ces travaux de délégation. Un dernier point, pour préciser que sur le point de l'étang abricot, il y a une étude en cours et bien évidemment
le point sur les temps-abricots sera résultant de cette étude sur les temps-abricots qui devrait être finalisée. Donc ce n'est pas pour tout de suite, puisqu'il faut attendre que les temps-abricots, ceux qui ont l'exploitation du port de temps-abricots, soient en mesure de nous dire dans quelle mesure ils seraient capables d'accueillir le Transrad. L'étude est en cours, mais je n'ai pas de doute sur la finalité. Mais bien sûr, il faut s'assurer des conditions techniques d'accueil de cette desserte, ainsi que des conditions économiques. Il y a aussi des connexions qui doivent être prévues avec le transport routier pour que ceux qui arrivent à l'Étang-Abricot puissent trouver un point d'arrêt bus pour avoir des connexions sur Fort-de-France ou sur le Lamentin ou sur d'autres secteurs de la vie terrestre de la Martinique. Voilà, Présidente, la présentation de ce dossier intéressant et important de la desserte maritime comme alternative au transport routier. Je vous avais prévenu, collègues, que j'ai un impératif à partir de 12h30. Donc, je vais laisser la présidence à Honoré Nicoraï, puisque d'abord à David Zobda, qui est donc rapporteur. Et comme David devra partir, donc c'est Honoré Nicoraï qui prendra donc la suite. Donc, chers collègues, donc invité à approuver la création d'un service public pour la desserte maritime de la baie de Fort-de-France, le principe du recours à une délégation de service public avec contribution forfaitaire de la collectivité délégante pour l'exploitation de la desserte maritime de la baie de Fort-de-France, le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire telles qu'elles sont définies dans le rapport prévu à l'article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, la mise en œuvre immédiate de la délibération du service public Transrad, Temps-Abricot, l'extension vers la tranche case pilote dans le courant de l'année 2016 dans le cadre de la réorganisation globale du transport et autoriser le lancement de la procédure d'allégation de service public, autoriser la présidente du Conseil général ou son représentant à signer l'ensemble des actes afférents à cette procédure et autorise les études, comme que le collègue vient de dire, les études complémentaires de desserte vers le sud Caraïbe et vers le nord Caraïbe. Voilà, je remets, parce que je n'ai pas lu la totalité des décisions à prendre, sauf s'il y a une modification des collègues. Alors, quels sont ceux qui votent contre, quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc, l'unanimité, point 4 est adopté. Donc, nous allons passer au point 3, création d'une régie personnalisée, la gestion de l'activité de planification de planning familial. Ce point est présenté par la collègue Madame Langen, Yolène Langen. Merci. La présidente du Conseil général a pour mission d'organiser des activités de planification et d'éducation familiale, ainsi que la pratique d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en application des dispositions du Code de la santé publique, article L. 211.2, L. 21.12.4, L. 23.11.2, L. 21.12.14. Le Conseil général a confié cette mission à l'Association martiniquaise pour l'information et l'orientation familiale, la MIOF, qui est une association loi 1901 créée en 1968. Une convention en date du 5 octobre 1977, modifiée par un avenant du 26 janvier 1984, a été conclue entre le Conseil général et la MIOF. L'évolution de la réglementation a conduit la collectivité à émettre un appel d'offres auquel la MIOF n'a pas répondu. Parallèlement, une analyse de l'activité fait le constat d'une chute de l'activité médicale durant les 5 dernières années. L'audit financier fait apparaître un certain nombre de dysfonctionnements, tant sur le respect des règles de gouvernance régissant les statuts des associations loi 1901 que sur la gestion comptable. La présidente de la MIOF, dans une note datée du 29 décembre 2014, apporte des éléments d'explication par rapport aux conclusions du contrôle de l'activité de l'audit financier. Toutefois, dans un souci d'optimiser la gestion des activités de planification et d'éducation familiale dans le cadre de ses missions régaliennes, la commission permanente, en sa séance du 11 décembre 2014, a opté pour la reprise en gestion directe de cette compétence du Conseil général par la mise en place d'une régie personnalisée
personnalisée, récupérant l'ensemble du personnel de la MIOF avec leur contrat de travail. La régie personnalisée sera administrée par un conseil d'administration qui délibère sur toutes les questions relatives à son fonctionnement. Le comité technique et la commission de consultation des services publics locaux, lors de leur séance du 27 janvier 2015, ont tous deux émis un avis favorable à la mise en place de cette régie. La commission permanente du jeudi 29 janvier 2015 s'est prononcée sur les points suivants. Approbation des statuts de la régie, dénomination suivante de la régie, centre de planification, d'information et d'orientation familiale du Conseil général, fixation du montant de la dotation initiale à 1 833 333,30 pour les 10 mois à courir, c'est-à-dire de mars à décembre 2015. Autorisation donnée à la présidente du Conseil général pour signer toute convention nécessaire à la régie. Il vous est donc proposé, chers collègues, de bien vouloir passer au vote afin de vous prononcer sur la création de la régie personnalisée, la désignation des élus du Conseil général qui seront les membres de la collectivité départementale au sein du Conseil d'administration. Sachant que le Conseil d'administration est composé de 5 membres, 3 élus du Conseil général et 2 représentants du monde associatif. Voilà, Monsieur le Président. J'ai bien conscience que, comme dans d'autres affaires, on aura prêché dans le désert et que, bon, d'une manière manichéenne, on décidera de faire ce qu'on a déjà décidé. Sauver au moins les apparences. Hein? On a toujours, et pas seulement dans cette assemblée-là, c'est la règle. On vous pose une question concernant un sursis à exécuter. On met d'abord ça aux voix, enfin, il me semble, hein? Et ce sera rejeté, nous le savons très bien. Mais sauver les apparences, donner l'impression que vous acceptez que des gens de l'opposition vous fassent de temps en temps des propositions. Faites semblant au moins. Président, moi, je réponds effectivement. Vous savez, vous utilisez. Non, Président, tu utilises un mot quand même, dire sauver des apparences. Non, me connaissant, moi personnellement, je n'ai pas à sauver d'apparence. Je n'ai pas à sauver d'apparence. Il y a une proposition qui est faite par la minorité que le collègue Sinoza relève. Maintenant, bien sûr, il est de droit, mais parler de sauver d'apparence, non, je ne suis pas tout à fait d'accord de ce principe-là. Mais je mets effectivement cette proposition aux voix, de savoir effectivement est-ce que nous retirons ce dossier qui sera représenté à une prochaine plénière. Alors, voilà. Alors, quels sont ceux qui sont pour que ce point soit présenté à une nouvelle plénière, en comptant les procurations? C'est bon? Donc, quels sont ceux qui sont... Et oui, les procurations sont comptées. D'accord. Maintenant, quels sont ceux qui sont contre la prochaine plénière? Donc, moi, je représente une procuration, Madame la Présidente. Donc, pour que ça soit présenté à une nouvelle plénière 14, c'est ça, et contre 15. Tout ça. Alors maintenant, mais ça, j'ai écrit. Ah, d'accord. Non, mais j'ai vu le crayon. Contre 24, pour 14. Donc, chers collègues, voilà, donc, on passe maintenant au vote de la création de la régie personnalisée en lieu et place de la MIOF qui commencerait à partir du 1er mars 2015. Quels sont ceux qui votent contre
La régie, contre, donc pour l'instant. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, bien sûr. Les 14 votre compte, non? Pas forcément, mais bon. Donc, bon, on va passer au... Quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc, quels sont ceux qui votent pour? Donc, bien sûr, les 24 de tout à l'heure. Merci, chers collègues. Donc, nous allons passer à l'autre point du jour, qui est le point numéro 5, où j'appelle M. Raphaël Séminor. Chers collègues, je rappelle que le point concerne le projet de décret relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020. Le Conseil général est invité par le préfet de région à donner son avis sur le projet de décret relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, à savoir la loi MAPAM, permet de confier aux régions, à leur demande, la gestion des programmes de développement rural adoptés pour la période 2014-2020. Le programme de développement rural de la Martinique, c'est-à-dire le PDRM, est le document stratégique qui fixe les modalités d'utilisation du Fonds européen agricole de développement rural, c'est-à-dire le FEADER, en région. Il concerne donc les activités agricoles, sylvicoles, agroalimentaires ou en lien avec l'espace rural. Ce projet de texte s'inscrit dans le prolongement du décret du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 pour lequel l'Assemblée plénière du 17 avril 2014 avait émis un avis favorable. Ce texte a pour objet d'expliciter les orientations stratégiques et méthodologiques ainsi que les dispositions transitoires pour la mise en œuvre de ces programmes. Une convention conclue entre l'État, l'autorité de gestion et l'organisme payeur précise pour chaque programme de développement rural les cas dans lesquels les services déconcentrés de l'État assurent l'instruction des dossiers. Pour ce qui concerne les organismes consultés, les jeunes agriculteurs de Martinique n'émettent aucune remarque concernant ce projet de décret et ne s'opposent pas à son application. Et pour ce qui concerne l'avis des commissions, le 26 janvier 2015, lors de la réunion conjointe des commissions texte et agriculture, pêche, élevage et aquaculture, les commissaires présents ont émis un avis favorable sur le projet de décret tout en formulant les observations suivantes. La prise en compte dans le texte des spécificités locales et plus singulièrement des problèmes rencontrés par les agriculteurs, à savoir le désenclavement des exploitations, la distribution des produits, etc. La nécessité de mieux définir dans la convention à conclure entre l'État, l'autorité de gestion et l'organisme payeur les prérogatives données à l'autorité de gestion en termes notamment de police. Le jeudi 29 janvier 2015, la commission permanente a émis un avis favorable sur ce projet de décret relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020. Tels sont les éléments, Monsieur le Président, que je souhaitais exposer à l'Assemblée plénière avant d'échanger et d'émettre l'avis du Conseil général sur ce projet de décret. Chers collègues, donc c'est ce point à l'ordre du jour. Donc, projet de décret relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020, auquel la commission permanente a donné un avis favorable sur ce projet de décret. Y a-t-il des interventions, chers collègues? S'il n'y a pas d'intervention, on est tout de suite aux voix. Quels sont ceux qui votent contre, ceux qui s'abstiennent, à l'unanimité des membres, des collègues? Le point 5 est adopté. Le point 6, toujours, collègue Raphaël Séminor. Le sujet numéro 6 concerne le projet de décret modifiant le Code des transports et nous rajoutons qu'en l'espèce, il s'agit du projet de décret relatif à la réforme de la continuité territoriale. Le Conseil général est donc invité par le préfet de région à donner son avis sur le projet de décret modifiant le Code des transports. Au travers de dispositions concernant le transport aérien de personnes, ce projet de décret touche au domaine de la continuité territoriale.
La notion de continuité territoriale ne dispose pas de réelle définition juridique. Dans le cadre du projet de décret, elle renvoie à l'idée d'éloignement des personnes. Pour favoriser l'accessibilité entre la France hexagonale et l'outre-mer, un certain nombre de mesures ont été mises en place par les pouvoirs publics et les collectivités locales. Schématiquement, les aides sont orientées par public cible. Le bénéfice de ces aides est soumis à des conditions de résidence, de ressources et de non-cumul entre elles sur une année. À savoir, l'aide à la continuité territoriale pour tout public, le passeport mobilité études pour les étudiants et les lycéens, le passeport mobilité formation professionnelle pour les personnes ayant un projet d'insertion professionnelle. Lors de la présentation du budget, la ministre des Outre-mer avait annoncé la contribution de la mission Outre-mer au redressement des comptes publics et notamment le passage de l'aide à la continuité territoriale à un rythme triennal plutôt qu'annuel. Ce projet de texte précise certaines dispositions du Code des transports sur la continuité territoriale. Ainsi, il indique notamment que la décision accordant une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine précède la réservation du titre de transport. Des modifications sont également prévues. Aussi, le caractère tout public du dispositif devient plus restrictif. Selon le projet de texte, l'aide à la continuité territoriale ne peut être versée au cours des 3 années calendaires suivant l'année de délivrance de la dernière aide. L'aide tout public devient donc triennale. Cette disposition n'affecte pas les passeports mobilité, jeunes étudiants, les salariés ou chômeurs en formation. Voyons l'avis des commissions. La commission Affaires sociales, Action de prévention et jeunesse, le 22 janvier 2015, a émis un avis favorable avec réserve sur ce projet de texte. Si elle est favorable à un encadrement du dispositif d'aide à la continuité territoriale afin d'éviter des dérives, elle souhaite que des exceptions au principe d'une aide triennale puissent exister afin de prendre en compte des situations graves, à savoir des maladies ou autre chose ressemblant à ça. La commission des textes, quant à elle, réunie le 26 janvier 2015, souligne l'absence de dispositif global de continuité territoriale en faveur des Outre-mer. Le système actuel est parcellaire et intervient en fonction des domaines, d'où l'intitulé de ce texte modifiant le Code des transports. Le président Rodolphe Désiré a parlé d'interprétation abusive s'agissant de la définition du concept de continuité territoriale qui pour l'instant se résume en une aide de transport aérien de personnes essentiellement. Il faut, selon le président Désiré, une vraie définition de la continuité territoriale. Dans le prolongement des observations faites par la commission Affaires sociales, Action de prévention et jeunesse, elle est favorable à un encadrement du dispositif, mais souhaite que des aménagements soient possibles en cas de situations exceptionnelles. La commission permanente du jeudi 29 janvier 2015 a émis un avis favorable en reprenant les observations, non pas de la CP, mais de la commission sectorielle sur ce projet de décret modifiant le Code des transports. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce que l'on pouvait dire au titre de la présentation de ce sujet qui concerne le projet de décret modifiant le Code des transports et la continuité territoriale en particulier. Véritablement, il ne s'agit pas de continuité territoriale et on est d'accord qu'il s'agit simplement d'une aide au billet d'avion. Je rappelle que la Martinique est un département français, mais que l'éloignement est une contrainte structurelle forte, ça ne changera jamais. On restera toujours à 8000 km de la France hexagonale, que tout est cher. Rodolphe a pris l'exemple d'Internet, mais on peut démultiplier. Et effectivement, je pense que le débat irait plus vers véritablement la conception réelle d'une véritable continuité territoriale. Bon, ce n'est pas l'objet du sujet là. Il veut modifier le code du transport, le gouvernement veut modifier le code du transport. Et là, je trouve assez inacceptable de prendre finalement comme élément d'économie financier, eh bien, finalement, on prend en otage
les Martiniquais qui veulent se déplacer sur la France hexagonale. Et comme on ne va pas réduire le tout public, on a laissé tout public. On va finalement limiter les années sur lesquelles les Martiniquaises et les Martiniquais sont éligibles à l'aide. Alors en plus, la formule est assez comique, entre guillemets, puisque quand je lis, l'aide à la continuité territoriale ne peut être versée au cours des 3 années calendaires suivant l'année de délivrance de la dernière aide. Ben, on nous dit, moi, franchement, qu'au bout de 3 ans, on ne peut pas attraper en 4e année. C'est tout simplement. Mais franchement, la formulation montre véritablement l'embarras. J'avoue que personnellement, là, je suis totalement contre. D'accord? Parce qu'effectivement, cela ferme la porte systématiquement, alors que cela pourrait devenir un droit. Un droit quand on sait aujourd'hui, par exemple, que malgré la diminution du coût de l'essence, du mazout, du gazoil, etc., eh bien, écoutez, on n'a pas encore vu la répercussion de cette baisse du coût du pétrole, donc de cette baisse de charge sur les billets d'avion. Donc, les coûts restent importants. Et là, ce qui est dit, c'est que, je rappelle que ce dispositif est et reste pour des personnes sous des conditions de ressources. Donc, ça ne veut pas dire que c'est valable pour des gens qui ont les moyens de se payer les billets. C'est valable pour des gens qui, justement, sont modestes. Donc, si en plus, on limite cette aide, je trouve que c'est exagéré. Alors, personnellement, cette modification du Code du transport qui consiste à... Ce n'est pas un cadre qu'on inscrit pour moi. Ce qu'on est en train de mettre, c'est simplement une limitation de façon à faire des économies financières. Et personnellement, je voterai contre cette proposition de modification. Je crois que je vais proposer un avis défavorable à l'Assemblée, parce qu'après tout ce qui a été dit, et moi personnellement, je n'étais pas favorable à cela, parce que tous les 3 ans, même s'il s'agit parfois qu'il y ait des dérives ou autres, mais par rapport à ce qui se passe en Corse, parce que ce qui se passe ailleurs, il est tout à fait normal que l'État puisse apporter sa contribution permettant aux Martiniquais et autres à se rendre en métropole. Déjà, on demandait au contraire aussi que ça se fasse dans l'autre sens. Je crois que c'est plus le débat, que ça se passe aussi dans l'autre sens. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pose à l'Assemblée un avis défavorable sur ce projet. Quels sont ceux qui votent contre? Quels sont ceux qui sont défavorables? Un avis défavorable. Avis défavorable. Quels sont, après les discussions, le débat que nous avons eu, je propose un avis défavorable. Quels sont ceux qui votent contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc c'est un avis défavorable pour le point numéro 6. Chers collègues Séminaire continue sur le point numéro 7 concernant la procédure intégrée pour le logement. Le Conseil général est là aussi invité par le préfet de région à donner son avis sur le projet de décret relatif à la procédure intégrée pour le logement, autrement dit la PIL. Ce projet de texte s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance de 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement, pour laquelle l'Assemblée plénière du 26 septembre 2014 avait émis un avis favorable. Il participe à la volonté de relancer la construction de logements afin de faire face aux déficits structurels qui frappent certaines parties du territoire. La procédure intégrée pour le logement vise à permettre, dans une unité urbaine, une opération d'aménagement ou une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d'intérêt général, et devant concourir à l'échelle de la commune à la mixité sociale dans l'habitat dans le respect de la diversité des fonctions urbaines. Sont donc concernées les opérations d'aménagement ou les constructions destinées principalement à l'habitation à caractère public ou privé, présentant un caractère d'intérêt général et situées dans une unité urbaine. Ce projet de décret, reçu pour avis, précise des modalités de mise en œuvre de cette procédure. Le texte prévoit la saisine d'une autorité environnementale unique dans le cadre de la procédure coordonnée. Il apporte également des précisions concernant la mesure facultative
visant à faciliter la procédure d'instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d'urbanisme pour permettre la réalisation du projet bénéficiant de cette procédure. Cette dite procédure suppose donc que les autorités compétentes désignent d'un accord commun celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. Voyons l'avis des organismes consultés. Le Conseil d'architecture de l'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, est favorable à ce projet de décret dans la mesure où il a pour objectif de diviser par 2 les délais nécessaires à la réalisation de projets de construction de logements en simplifiant et en fusionnant les différentes étapes des procédures applicables en matière d'urbanisme. L'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, émet un avis favorable au projet de décret. Elle constate que le texte ne mentionne pas expressément la collectivité territoriale de Martinique. Elle souhaite que les associations d'usagers soient associées à la procédure et, le cas échéant, consultées pour avis. Pour ce qui concerne l'avis des commissions, le 26 janvier 2015, lors de la réunion conjointe des commissions texte, logement et habitat, les commissaires présents ont émis un avis favorable sur le projet de décret relatif à la procédure intégrée pour le logement. Le jeudi 29 janvier 2015, la commission permanente a émis un avis favorable sur ce projet de décret relatif à la procédure intégrée. Tels sont les éléments complémentaires que je souhaiterais vous apporter avant discussion et décision. Voilà, Président. Merci, collègue rapporteur. Concernant ce projet de décret qui conforte l'ordonnance de 2013, quels sont les collègues qui auraient à intervenir? Pas d'intervention, donc la commission a donné un avis favorable, donc je pose la question sur l'avis favorable des deux commissions, commission permanente et commission des textes. Quels sont ceux qui votent contre cet avis favorable? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Donc à l'unanimité, nous avons voté pour le projet de décret, un avis favorable au projet de décret relatif à la procédure intégrée pour le logement. Le Conseil général est invité à donner son avis sur le projet de décret modifiant diverses dispositions relatives à la taxe d'apprentissage en application de la loi 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014. La taxe d'apprentissage a pour but de financer le développement des formations technologiques et professionnelles. Elle concerne les formations qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé spécialisé ou qualifié, de technicien supérieur, etc. C'est une obligation fiscale due par les entreprises. Afin de lutter contre le chômage des jeunes, le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi a fixé l'objectif de faire progresser le nombre d'apprentis. La réglementation ne distingue plus pour la collecte 2015 et plus particulièrement le salaire 2014 que 2 contributions. Il y a fusion de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, CDA, et maintien de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, c'est-à-dire le CSA, la CSA. Le projet de texte modifie les dispositions réglementaires du Code du travail relatives à la taxe d'apprentissage. Pour les départements d'outre-mer, les taux des différentes fractions de la taxe d'apprentissage sont alignés sur le droit commun. L'État se réserve toutefois la possibilité de rétablir ultérieurement un dispositif dérogatoire si la situation locale l'exige. Pour ce qui est de l'avis des organismes consultés, la Chambre des métiers de l'artisanat de la Martinique émet un avis favorable sur ce projet de décret. Elle observe que les dispositions du projet de décret sont conformes aux attentes. Les mesures envisagées simplifient la lisibilité pour les acteurs de l'alternance. Ce nouveau dispositif donne davantage de sens à la taxe d'apprentissage auprès des organismes. Les commissions se sont prononcées. La commission texte, réunie le 26 janvier 2015, a émis un avis favorable sur ce projet de texte. Et la commission permanente du jeudi 29 janvier 2015 a émis un avis favorable sur ce projet de décret modifiant les dispositions relatives à la taxe d'apprentissage en application de la loi du 8 août 2014 de finances rectificatives pour 2014. Voici, Président, ce qu'on pouvait dire pour ce projet de décret concernant la taxe d'apprentissage. Merci, cher collègue rapporteur. Y a-t-il une intervention? Espérons effectivement que ça apporte à la Chambre des métiers des subsides supplémentaires vu les difficultés de
cette chambre, de la chambre consulaire. Bien, donc s'il n'y a pas d'intervention, je vais mettre aux voix et qu'il y a un avis favorable justement de la chambre des métiers, un avis favorable de la commission des textes, un avis favorable de la commission permanente, chers collègues. Quels sont ceux qui votent contre? S'abstiennent. Donc, à l'unanimité, le point 8 est voté, un avis favorable. Nous passons effectivement au point 9. Le texte prévoit que les élus mandatés par notre Assemblée délibérante dans 6 SEM, en l'occurrence, 6 sociétés d'économie mixte, où nous sommes actionnaires, alors la SAEM, PSRM, la CEMAM, la CEMAVille, la SODEM, la SEM Sud et la CIMAR, informent de l'exécution de leurs fonctions et fournissent des informations sur les conditions d'accomplissement de leur mission sous la forme d'un compte-rendu écrit. Plus précisément, cette obligation trouve son origine dans le statut réservé à l'administrateur, représentant de la collectivité actionnaire par la loi du 7 juillet 1983 et la loi du 2 janvier 2002 à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales qui stipule « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportés à la société d'économie mixte. Pour faciliter le débat, je propose de vous présenter succinctement une synthèse des comptes rendus des rapports des élus. Pour ce qui concerne la SAEM du Galion, le président est sorti, j'espère qu'il reviendra rapidement. Dernière unité de production sucrière de la Martinique et également unité de production romière, elle a une mission d'intérêt général affirmée au sein de la filière canne et est un outil de cohésion et de structuration économique et sociale du territoire. Son rôle est vital. En chiffres, au 31 août 2013, c'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2012, le chiffre était de 12,4 millions. Un effectif de 101 personnes. L'effectif était de 91 personnes en 2012 et un résultat net négatif de 989 698 euros. Alors, ce résultat était de moins 426 371 euros au 31 août 2012. Vous voyez que le déficit augmente d'une année sur l'autre. Le niveau de sous-activité chronique dû au faible tonnage de canne engendre des déficits importants qui excèdent le montant de la subvention d'équilibre contractualisée avec les collectivités publiques. Les concours des collectivités restent indispensables à la continuité de l'exploitation de la SAEM, de même que les concours bancaires pour le financement de la campagne. Il est recommandé d'augmenter et de pérenniser l'approvisionnement en canne, plan de relance régional et pacte de sauvegarde de la filière en 2014, ce sont des actions qui ont été menées par la région, de poursuivre la modernisation des équipements, de développer la dimension culturelle et touristique et enfin d'optimiser les charges et conditions d'exploitation par la revalorisation de la subvention d'équilibre pendant une période transitoire. Voilà pour ce qui est de la SAEM du Galion. Voyons maintenant la CEMAM, c'est-à-dire notre abattoir départemental. Le Conseil général est fortement engagé dans l'exploitation de l'abattoir, en qualité de propriétaire, mais également par choix politique. Néanmoins, l'implication du Conseil général s'explique sur le plan de la sécurité alimentaire et plus globalement de la santé publique. En chiffres, pour 2012, c'est 1,2 million de chiffre d'affaires. En 2011, c'était 1,140 000, ce qui est à peu près la même chose. Un effectif de 27 personnes, idem en 2011, et un résultat net négatif de 71 983 euros. Ce déficit était de 32 889 euros en 2011. La CEMAM souffre d'un sous-approvisionnement en matières premières animales, ce qui pénalise fortement l'activité et la gestion de l'outil. Il existe de nombreuses attentes du plan de continuation avec notamment l'actualisation du prix d'abattage. Il est primordial de permettre à l'abattoir de jouer son rôle de filtre sanitaire et de disposer d'un volume d'abattage lui permettant d'assurer l'équilibre de ses comptes. Cela passe notamment par l'organisation complète de la filière et de la mise en place d'un plan d'élevage départemental. Il y a une similitude presque parfaite entre ces deux sociétés d'économie mixte, pour ce qui concerne l'évolution.
Voyons maintenant la CEMAVille. C'est le premier bureau d'ingénierie de la ville du Lamentin et bénéficiaire de son soutien actif. La CEMAVille, tout en gardant sa vocation d'aménageur, s'est trouvée confrontée à la nécessité de diversifier ses activités, de participer sur le territoire du Lamentin à la construction de logements sociaux et intermédiaires pour répondre à la demande de diversité de l'habitat, d'investir dans le domaine de l'hôtellerie en prenant une part active au sauvetage et à la reprise de plusieurs établissements de la place. En chiffres pour 2012, c'est 2,6 millions de chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires était de 4,6 millions en 2011. Un effectif de 12 personnes, 13 personnes en 2011, et un résultat négatif de 5,9 millions. Ce résultat négatif était de 465 343 € en 2011. L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été arrêtée par ordonnance de référé de la Cour d'appel du 5 décembre 2013. Néanmoins, la CEMAVille est dans un processus de recapitalisation de ses fonds propres depuis 2011. Effectivement, elle rencontre des soucis de trésorerie dus à une difficulté de recouvrement des créances et à une plus grande complexité des procédures. De plus, elle est non seulement confrontée aux problèmes structurels des sociétés d'économie mixte, mais aussi à une concurrence inégale. Il est primordial de poursuivre la relance de la recapitalisation qui n'a pu se produire après la défection du partenaire privé pressenti. La collectivité départementale a donné son accord pour accompagner la société. Pour ce qui concerne la SODEM, nous saluons d'ailleurs la présence du directeur de la SODEM qui est dans la loge des visiteurs. Cette société d'économie mixte a un rôle d'équipement de la Martinique par la réalisation de projets structurants qui lui sont confiés. En chiffres pour 2012, c'est 755 039 € de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires était de 552 007 € en 2011. Un effectif de 21 personnes qui était le même en 2011 et un résultat net négatif de 765 765 €, alors que ce déficit était de l'ordre de 830 566 € en 2011. Donc, une légère progression, enfin un petit mieux concernant le résultat. La situation de la société reste extrêmement difficile à cause de problèmes structurels avec l'allongement dans le temps et l'alourdissement des différentes phases des projets. Par ailleurs, la forme juridique actuelle ne permet pas l'attribution d'opérations à la SEM par ses propres actionnaires, car elle est obligée de répondre à leur appel d'offres et doit faire face à la concurrence de sociétés pratiquant le dumping, des sociétés qui viennent de plus en plus de l'extérieur. Une solution est évoquée depuis 2007 de transformer la SODEM en SPLA, en Société publique locale d'aménagement. Ce projet est en cours de réalisation. En effet, le département et la région ont donné leur accord de principe le 26 octobre 2013 et le 18 avril 2013 pour cette transformation. Voyons maintenant la SEM Sud. L'activité consiste notamment en la réalisation d'études techniques et opérationnelles, d'activités d'ingénierie et de maîtrise d'ouvrage dans la partie sud de la Martinique. En chiffres, pour 2012, il n'y a pas de chiffre d'affaires réalisé, pas de salariés depuis leur démission et un résultat net positif de 51 938 €. Ce résultat était négatif en 2011 puisqu'il était de l'ordre de 77 596 €. La SEM Sud est une négociation, la SEM Sud est en négociation pour bénéficier d'opérations et de concours financiers de ses partenaires pour assurer sa pérennité. Le 12 octobre 2012, la région Martinique a pris une délibération pour attribuer une aide financière de 250 000 € à la SEM Sud. Plus globalement, elle s'inscrit dans le plan de relance de la région relatif au SEM. Voyons maintenant la dernière SEM, qui est la CIMAR. Cette SEM œuvre dans le domaine du logement social. L'activité soutenue aussi bien en construction, en entretien du patrimoine, par le biais de confortement parasismique, d'installation d'eau chaude solaire, etc., en investissement, font que la CIMAR est devenue l'un des donneurs d'ordre les plus importants de la Martinique vis-à-vis du secteur du BTP. En chiffres, pour 2012, c'est 49,7 millions € de chiffre d'affaires, contre 47,1 millions € en 2011, un effectif de 92 personnes. Cet effectif était de 89 en 2011 et un résultat net positif de 8 millions €.
Ce résultat était positif en 2011, il était de l'ordre de 3,2 millions. La CIMAR a mis en exploitation 357 logements. Elle tente d'adapter ses loyers selon le niveau de ressources des familles logées. La société renforce sa solidité financière, et sa position d'acteur de premier plan du logement social à la Martinique. Pour conclure, vous êtes donc invités, chers collègues, à vous prononcer sur ces rapports annuels des mandataires portant sur les exercices 2011 et 2012 et les recommandations qui les accompagnent, bien entendu. Voilà, Président. C'est le vote que je propose aux membres de l'Assemblée départementale concernant donner quitus à ceux qui sont dans ce qui représente l'Assemblée départementale dans les SEM. Donc voilà, donc quels sont ceux qui votent contre, donner quitus, qui s'abstiennent, donc à l'unanimité. Chers collègues, il y avait 9 points à l'ordre du jour, tout a été débattu et voté. Je vous remercie et à la prochaine plénière. Merci.